Cartes sur table, une émission proposée par Hype FM. Cartes sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Missak Manouchian et à travers lui à l'ensemble de ses camarades, de ces étrangers, ces braves, ces courageux, qui se sont dressés contre l'ennemi par amour, par conviction, par foi. Foi en un idéal de vie, foi en l'homme, foi en un avenir de paix et d'union, même si cet avenir allait s'écrire sans eux. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France. Bonjour et bienvenue à cette émission exceptionnelle de Cartes sur table. Ce matin, nous recevons le Fonds arménien de France pour la traditionnelle levée de fonds qu'elle organise, à savoir le Phonéton 2023. Vous avez sans doute été appelé, ou vous allez l'être, par l'un des bénévoles de fonds qui vont se le relayer sur les centres d'appel de Paris, Lyon et Marseille. Nous aurons d'ailleurs tout à l'heure en ligne ces différents centres d'appel pour faire avec eux un point sur la collecte. Comme chaque année, cette levée de fonds va servir à financer des programmes d'aide au développement dans différentes régions d'Arménie et malheureusement plus en Artsakh, que nous allons développer avec les chargés de mission du Fonds arménien de France, Rafi Ekimian et David Alexandrian. Mais le Phonéton 2023 intervient, je viens de le dire, dans une situation exceptionnelle avec le départ forcé des 120 000 Arméniens d'Artsakh, devenus des réfugiés en Arménie et qui vont devoir s'y intégrer au risque pour certains de rejoindre les chemins de l'exil et de la diaspora de nouveau. C'est donc une situation et des défis totalement nouveaux auxquels va être confronté le Fonds arménien de France et le Fonds pan-arménien Ayastan. Nous pourrons en discuter avec son président ici présent, Bedros Terzian. Un phonéton de la résistance, vous venez de l'entendre en ouverture de ce Carte sur table. C'est l'objectif de ce téléthon qui aura comme marraine Katia Guiragossian, la petite nièce de Missak et Méliné Manouchian que nous accueillons sur ce plateau. Tout un symbole, à quelques mois de la panthéonisation de ce couple symbole de la résistance française à l'occupation nazie en France. Nous aurons aussi en ligne le cinéaste Robert Guédiguian, qui a réalisé un film sur l'armée du crime, mais qui a aussi été le parrain du Phonéton. Cette émission Carte sur table est à suivre en direct sur nos ondes, mais aussi en vidéo sur notre site radio-hypefm.com, sur notre live Facebook ou YouTube, mais également sur vos applications smartphone. Ce programme sera disponible immédiatement en podcast sur notre site internet et rediffusé à l'antenne demain à 9h15. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, je vais peut-être commencer par la marraine, puisque nous venons de l'entendre. Katia Guiragossian, vous êtes la marraine de ce phonéton. Comment cette nouvelle vous a été proposée? Comment on devient marraine d'un phonéton? Comment on devient marraine du Phonéton? Écoutez, et puis peut-être on vous connaît moins, donc vous présentez aussi. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Katia Guiragossian, la marraine du Phonéton. Je suis responsable éditoriale et cette année, je prépare un documentaire sur Missak et Méliné Manouchian. J'ai eu la chance de recevoir un appel et puis on m'a proposé d'être la marraine. Donc j'étais à la fois surprise et extrêmement honorée. Et hier, Bedros m'a raconté la petite histoire. Donc de ce fait, je sais un peu comment tout cela s'est produit, mais peut-être peut-il nous en dire un mot. Alors Bedros Terzian, comment on choisit une marraine ou un parrain de phonéton? Alors c'est un moment un peu difficile, les idées tournent et on cherche à coller à l'actualité au maximum, bien entendu, au thème principal du phonéton. Et cette année-là, c'était la résistance s'imposait d'elle-même, mais on ne savait plus comment le prendre. Et c'est là qu'on a appris que Missak Manouchian et Méliné allaient entrer au Panthéon. Et on s'est dit, tiens, on va les prendre, on ne peut pas les prendre comme parrain et marraine, mais comme référence. On va les prendre comme référence. Et c'est là que quelqu'un a dit, mais attendez, moi je connais la petite nièce de Méliné et de Missak, Katia Guiragossian. Ah bon? Et bien là, on a sauté bien sûr sur l'occasion. On est entré en contact avec Katia qui a eu l'amabilité d'accepter. Et ainsi, nous avons à la fois nos références et notre marraine. Et nous sommes très contents parce qu'effectivement, c'est le phonéton de la résistance. Plus que jamais. Alors c'est l'heure de la résistance. Bedros Terzian, vous dites c'est l'heure de la résistance. Oui. Je l'ai évoqué en introduction. Vous étiez vous-même dans le SUNIC
à quelques heures avant Quelques heures, oui, c'est vrai. Avant que cette population quitte l'Arsar. Oui. Comment le Front arménien, enfin quels sont à la fois les objectifs de ce phonéton et comment le Front arménien a-t-il pris cette tragédie? Et j'étais quelques heures auparavant justement au Sunik en vue du fameux pont de Hagar, le barrage azéri qui étouffait le Harapar. Et puis j'ai pris le chemin du Davouch où nous avions également des villages à visiter. Et sur le chemin de retour de Davouch à Yerevan, c'est là, en voiture, le 19 septembre, vers 14h je crois, qu'on a appris que les Azéris avaient attaqué. Et donc ça nous a, bien sûr, et puis on s'est dit tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va réagir. On ne savait pas encore que ce serait l'exode, on se demandait quelle serait l'attitude à adopter. Jusque-là, on arrivait de temps en temps à envoyer de l'aide via la Croix-Rouge le plus souvent, de la farine, des médicaments, etc. Mais on ne savait pas encore quelle tournure allaient prendre les événements. Quelques jours plus tard, bien sûr, les choses se sont clarifiées. L'exode a commencé de manière massive. Et notre équipe du Davouch, on a une excellente équipe au Sunik, s'est mobilisée immédiatement. Immédiatement, ils sont allés à Kornitsor, l'entrée de l'Arménie, et ils ont commencé à distribuer aux réfugiés qui venaient du Harapar de l'eau, de la nourriture, parfois de l'essence pour qu'ils puissent continuer leur chemin. Ils ont pu secourir 45 000 personnes quand même sur les 100 000 qui sont arrivés, parce que très rapidement, des bénévoles des villages aux alentours sont venus les rejoindre, de Khntsoresk, de Goris. Des écoliers de Goris les ont rejoints, et l'équipe a pu tourner 24 heures sur 24 et venir en aide. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait penser à plus loin, nourrir provisoirement, bon ça va, c'est bien, mais il faut penser à plus loin. Et c'est là que nous avons conçu le projet de ce phonéton, qui consiste à donner des logements, mais pas seulement des logements, c'est ça le point important, mais également du travail au Haraparti. C'est-à-dire que les maisons dont nous aurons essayé de les équiper, le plus grand nombre possible, ça dépendra de nos donateurs, donatrices, eh bien ces maisons seront dotées de lopins de terre, et on va leur donner dès le printemps de l'outillage, des serres agricoles, des semences, des plants de légumes, des plants d'arbres, pour qu'ils puissent démarrer une activité agricole, professionnelle. C'est le début de la récupération de la dignité, le travail. Quand je suis capable de nourrir ma famille, c'est important. Donc il ne s'agit pas seulement de la charité, d'aider, mais il s'agit de leur donner les moyens de redémarrer une nouvelle vie. J'insiste sur ce point, il ne s'agit pas de loger seulement les gens, nous le faisons, j'expliquerai tout à l'heure comment, mais il s'agit de leur donner les moyens de travailler la terre et de rester en Arménie. Alors on va revenir bien sûr là-dessus. Alors justement, Rafi Ekimian, vous êtes chargé de mission au Fonds arménien, et puis vous, notamment dans la supervision des programmes dans le Lori, on va avoir tout à l'heure David Alexandrian pour le Tavouch. Vous avez une responsabilité importante pour mettre en œuvre tous ces programmes. Je suis différents programmes, effectivement, dans le Lori, dans le Sunik également. Ce sont des dossiers qui sont lourds à préparer. En fait, on essaye d'avoir des subventions, des aides de collectivités territoriales, d'établissements publics, de l'État aussi parfois. Parce que justement, c'est un point important peut-être à soulever. Il y a aujourd'hui cette collecte du phonéton, mais il y a aussi tout un travail tout au long de l'année pour obtenir de la part des collectivités des rentrées d'argent, des mobilisations supplémentaires. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut leur présenter des projets qui soient solides, qui soient convaincants, avec un montage financier qui se tienne, dans lequel le Fonds arménien de France participe très régulièrement. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que de plus en plus, l'Arménie participe au financement des projets qui se déroulent donc sur son territoire, ce sont des collectivités territoriales. Dans le Lori que vous avez cité, par exemple, il y a la préfecture qui a participé
au financement au montage de panneaux photovoltaïques dans une école, la ville de Vanadzor qui a participé également. Donc c'est ce travail de montage qu'il faut réaliser en présentant des projets qui soient solides, les suivre et les évaluer en fin de compte. Ce qui inspire la confiance de nos donateurs, que ce soit des particuliers ou des collectivités, des établissements publics, l'État souvent. Oui, c'est très important. Alors je rappelle justement le numéro d'appel, le 0809 54 26 26, ou sur fondsarménien.org, 08 09 54 26 26. Vous pouvez appeler, vous aurez un des centres d'appel pour recevoir vos promesses de dons. Donc ça, c'est très très important. Bedros Terzian, juste, peut-être pour des auditeurs qui, par un miracle, ne nous auraient jamais écoutés au cours des 10 ou 15 dernières années, est-ce que vous pouvez rappeler comment est structuré, comment est gouverné ce fonds arménien? Parce qu'on vient d'évoquer avec Rafi le rôle des préfectures, des gouverneurs et le rôle de l'État arménien. Comment ce fonds pan-arménien et comment le fonds arménien est structuré par rapport à l'Arménie et tout ça, comment ça se passe? Je vous remercie de cette question parce qu'on n'y pense pas toujours. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous connaissent depuis le début, mais d'autres qui prennent le train en marche et qui ne connaissent pas la gare de départ et même parfois la gare d'arrivée. Alors, le Fonds arménien est une organisation mondiale qui a été créée 6 mois après l'indépendance de l'Arménie. Donc, on était en mars 1992 parce que le gouvernement arménien de l'époque s'est rendu très vite compte, bien entendu, de l'impossibilité de venir à bout des tâches. Alors, très rapidement, il y a eu un tremblement de terre en décembre 88. Lorsque l'Arménie est devenue indépendante en 91, le tiers nord du pays était ravagé. Deuxième point, l'Union soviétique s'était effondrée, donc il n'y avait plus d'économie soviétique, il n'y avait plus d'industrie, rien du tout. Il y avait déjà la guerre d'indépendance au Harapar, qui avait commencé petit à petit, 88, 91, et qui est allé crescendo. Il y avait la guerre, je ne veux pas dire la guerre civile, mais grande instabilité en Géorgie. Donc l'accès à la mer Noire était très difficile. Les convois devaient y aller. Souvent fermés, on peut le dire. Alors les convois de ravitaillement de l'Arménie devaient y aller avec des hommes armés pour ne pas être attaqués. Et puis la seule frontière où il n'y avait pas de problème, la frontière iranienne, eh bien, elle était fermée à cause de la guerre froide. Il n'y avait pas de pont sur la rivière Arax entre l'Arménie et l'Iran. Donc, pour venir à bout de tous ces problèmes, reconstruire un pays, l'Arménie ne pouvait pas s'en sortir seule. Alors, ceux qui ne me comprennent pas, je vais leur donner 2 chiffres, ils vont le comprendre tout de suite. Le premier budget de l'État arménien, en 1992, était égal à 450 millions de francs. Et vous savez ce que c'était? C'était l'équivalent de la restauration de la rue La Canebière à Marseille. On a compris, n'est-ce pas? Voilà le budget de l'Arménie. Et le deuxième chiffre que je vous donnerai, c'est que le salaire du président de la République à l'époque était de $12 par mois. C'était un pays complètement à genoux et pourtant debout, qui se battait et qu'il fallait aider. Et c'est pour cela que le Fonds arménien a été créé. L'une de nos premières tâches a été d'ouvrir une route vers l'Iran, parce que c'était la seule frontière stable. Cette route a pratiquement sauvé l'Arménie, surtout lorsqu'en 1993, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont imposé un blocus. Et là, c'était vraiment le risque de famine en Arménie. Parce que l'accès vers la mer Noire était vraiment risqué. Et c'est d'Iran qu'on a pu faire venir, dans la plus grande opération qu'on ait jamais lancée, le Front arménien. On l'a appelé l'hiver 93-94. On a réuni en 6 semaines pas mal d'argent à l'époque, que le milliardaire Kirkorian avait doublé. Et grâce à cet argent, on a pu faire venir, et grâce à cette route qu'on avait ouverte vers l'Iran, de la farine, des médicaments, du carburant, etc. Et voilà comme la naissance du fonds. Ce serait trop long, je ne vais pas prendre votre temps. Depuis, nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons fait beaucoup au Harapar, parce que le Harapar, quand je l'ai découvert 3 mois après le cessez-le-feu de 1994,
j'ai trouvé un pays qui ne disposait de rien. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de canalisation d'eau. Les maisons, on a survolé le Rarapar pour faire un état des lieux. Je peux vous dire qu'en hélicoptère, on comptait sur les doigts d'une main les maisons qui avaient encore un toit, tellement la guerre avait été désastreuse. Donc il fallait vraiment aider les Rarapartis à s'en sortir. C'est ce qu'on a essayé de faire à notre niveau. Nous avons, nous pouvons le dire, nous avons accompli notre part de la mission et en même temps nous avons aidé l'Arménie. Nous continuons, nous ne nous arrêterons jamais parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ceux qui vont en touriste en Arménie, c'est bien d'y aller, c'est bien, mais ils ne connaissent pas la réalité du pays. La réalité du pays, c'est pas Yerevan, c'est pas Karnik-Erhard, c'est pas Datev, c'est les villages. Et les villages sont dans une situation terrible. Nous parcourons le village, nous les connaissons, les villages. Il manque d'eau, il manque de routes, il n'y a pas de rue intérieure dans les villages. Les écoles sont dans des états d'élargement. Actuellement, il y a un programme de reconstruction de 350 écoles. Ça vous donne une idée. 30 ans après l'indépendance, il y a des villages qui n'ont pas d'eau. Récemment, on a apporté de l'eau dans 12 villages de Syunik. Et il y a encore des dizaines qui attendent. Il y a des canalisations d'eau qui ne fonctionnent pas depuis l'époque soviétique. Le grand canal de Sissiane, 40 km sur lequel nous travaillons. Donc il faut aider l'Arménie. Vous travaillez avec le gouvernement arménien? Parfois seul, parfois avec des organisations internationales. Là, le canal de Sissiane, nos experts ont fait Vasken Andriassian pour le nommer. Il est très bien connu ici. A fait une excellente étude de terrain, un état des lieux, sur la base de ce travail qui a été applaudi par l'ONU, le World Food Programme. Et nous essayons maintenant de faire ce qu'on appelle le Nahakiz, le devis, et puis essayer avec l'ONU, éventuellement le gouvernement, si c'est possible, remettre à niveau ce canal. Alors j'aurais plein de questions à vous poser, mais... Oui. On va aussi écouter. Quand vous écoutez Katia Garagossian, ce que viennent de dire à la fois Rafi ou Bedros, comment vous comptez, au-delà de comment vous voyez votre rôle de marraine lors de ce phonéton? Écoutez, moi je me rends extrêmement disponible pour le fond parce que je soutiens activement tout ce qu'ils mettent en place. Je trouve que c'est une action concrète et que c'est extrêmement important de venir en aide à tous ces gens. On leur demande de résister, c'est bien sûr il faut résister, mais résister c'est déjà avoir un minimum de moyens pour se nourrir les siens et puis aussi être autonome. Donc on leur offre un lopin de terre, on leur offre des semences, etc. Et on leur donne un avenir. Donc moi mon action c'est de les soutenir et puis de les encourager bien sûr. J'incarne comme il dit les miens, voilà. Donc c'est important aussi d'avoir une incarnation parce que Misak et Méliné malheureusement ne sont plus là, mais ils vont entrer au Panthéon. Voilà, ces deux petits orphelins, regardez tout ce qu'ils ont accompli. Ça donne aussi l'idée d'un modèle et je le dis souvent, pour moi c'est les deux précepteurs invisibles qui ont été mes modèles et qui m'ont permis toujours de tenter en tout cas de me dépasser. Mais si ça peut être aussi des modèles pour les générations à venir et de se dire que parfois, en plein milieu des ténèbres, quand il n'y a plus d'espoir, eh bien, il y a encore quelque chose à aller chercher et à construire, c'est déjà beaucoup. Écoutez, effectivement. Alors, Bedros, on va maintenant parler des programmes concrets. Alors, nous avons David Alexandrian depuis l'Arménie qui est sur place. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Et puis donc nous avons Rafi qui est parmi nous. Alors avec vous deux, on va parler un peu maintenant des programmes qui sont mis en œuvre par le Fonds arménien pour que les gens se rendent compte du concret de l'action du Fonds arménien. Bedros venait d'évoquer les budgets de l'Arménie de 92 à 450 millions de francs. Bon, fort heureusement, les choses ont bien changé puisqu'aujourd'hui, on est aux alentours de 3,2 milliards d'euros. Donc, les choses ont changé, mais il y a toujours besoin du Fonds arménien. Alors, David, justement, vous êtes dans le Tavouche. Quels sont les programmes qui ont été mis en œuvre dans cette région? Une région historique, puisqu'on sait l'engagement notamment de Patrick Devedjian dans cette région avec le Fonds arménien.
quels sont les programmes qui sont menés dans le Tavouche et au Sunic. Après, on reviendra sur le Sunic. Donc, alors, dans le Tavouche, donc c'est depuis 2009, donc on a le programme développement agricole, notamment avec donc le projet de la grande ferme de Lusazor, qui est donc une ferme de vaches laitières avec une production de fromage sur place, etc. Je suis pas, moi personnellement, on va dire très 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 impliqué sur ce projet-là, donc je pourrais pas vraiment donner beaucoup de détails. Mais donc c'est donc un développement, enfin un projet agricole donc qui donc a démarré avec la ferme, mais également qui s'est propagé donc sur tous les villages autour, en aidant notamment à la création de vergers avec une distribution assez impressionnante. Enfin, c'est plus de 100 000 plants d'arbres fruitiers qui ont été distribués. On contribue aussi au développement du maraîchage. Donc, à savoir produire des légumes sur place et non pas d'importer tout depuis la région d'Ararat, la plaine d'Ararat. Donc, l'idée, c'est de vraiment décentraliser la production agricole, fruitière, maraîchère, pour permettre déjà d'avoir une activité, pour avoir une rémunération, mais aussi avoir une certaine souveraineté alimentaire régionale. Donc voilà, au niveau du Tavouche. Alors, Rafi et Kimian, vous évoquiez tout à l'heure en introduction l'importance de Bedros aussi, l'importance de l'adduction d'eau justement dans le domaine agricole. Ça a été longtemps et c'est toujours un des piliers de l'action du Fonds arménien, d'équiper les villages en eau pour permettre une activité agricole du type justement de serre, de maraîchage et autres. Oui, tout à fait. Alors à ce sujet, c'est David qui est le mieux placé parce qu'il suit plusieurs projets dans le Sunic, il pourra vous en parler. On intervient beaucoup au niveau de l'eau. Moi, je pourrais dire 2 mots au sujet de l'eau potable. Bedros disait tout à l'heure que il y avait des villages qui aujourd'hui encore n'avaient pas d'eau potable. Donc nous, on a entrepris quelques projets là-dessus. Le dernier en date, c'est le village de Haydatsor. Alors on s'éloigne du Tavouche et du Sunic. Là, on est dans le Chirac, à la frontière avec la Turquie. C'est vraiment sur la frontière. De l'autre côté, on voit les ruines de ce qui reste d'Ani, une petite église notamment. Et donc ce village n'avait plus d'eau depuis 30-40 ans parce que le réseau soviétique est complètement délabré. Et donc nous sommes intervenus avec le Fonds arménien mondial Hayastan, qui est notre opérateur local sur place, qui fédère tous les fonds arméniens mondiaux et qui est opérateur également. Donc nous sommes intervenus, ils ont proposé un projet pour remettre en état le réseau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, il y a un puits profond, il y a des canalisations, il y a une pompe, il y a un réservoir, et à partir du réservoir, un réseau de distribution en interne dans le village. Donc c'est un projet de 320 000 euros. Le Fonds arménien a participé à hauteur de 120 000 euros. Et nous avons présenté le projet à la métropole Aix-Marseille et à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui organise tous les ans un appel à projet. Notre projet a été retenu et donc ces 2 institutions nous ont aidés chacune à hauteur de 96 000 euros. Tout ça pour dire sur la partie qui vous était dévolue. Sur la rénovation. Sur le budget total. Sur le budget total. Sur les 300 donc en plus des 130 000 que vous aviez mis. Exactement. 120 000 fonds arméniens, 96 000 2 fois Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Métropole Aix-Marseille. Et il faut dire aussi que le Fonds arménien mondial Hayastan a participé, modestement, mais a participé à hauteur de 10 000 euros. Et le résultat, c'est un village de 550 habitants qui dispose aujourd'hui de l'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. David, justement, comment vous vous organisez, on évoquait, je ne sais pas si vous nous écoutiez à ce moment-là, mais comment vous vous organisez avec les autorités locales, quelle est la relation du Fonds arménien quand vous êtes sur place avec les maires de ces villes, avec les préfets, les gens, comment vous choisissez les villages à aider et les autres, comment ça se passe? Alors, comme vous l'avez dit, donc on est très ancré quand même sur les régions. Donc là, en l'occurrence, la région du Tavouche,
mais également dans la région du Sunnik, avec Oui. des gens qui travaillent sur place. Il y a un lien très fort avec les municipalités, avec la préfecture. Souvent, les propositions émanent des communautés, de la municipalité. Ensuite, nous allons sur place, nous allons faire un état des lieux, évaluer, on va dire, le budget qui doit être alloué pour cette rénovation ou cette reconstruction. Et ensuite, l'impact. C'est-à-dire, il faut voir si l'impact aussi derrière, il est positif, majeur, si vraiment donc, ça va permettre réellement de résoudre un problème avec un nombre important de bénéficiaires. Nous intervenons lorsque on va dire, ces critères sont remplis. D'accord. Bélos Terzian, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez parlé de la rénovation des routes, de l'adduction d'eau, de l'importance du travail dans les régions et dans les villages, que c'est là-dessus. Comment, encore une fois, pourquoi dans un pays où il est clair que le gouvernement a fixé comme objectif l'asphaltisation, c'est le mot employé, je cherche le mot français le plus approprié, mais je n'arrive pas à le trouver, mais des kilomètres et des kilomètres de routes qui ont été refaites, etc. Pourquoi a-t-on besoin du fonds arménien alors que le gouvernement arménien a entrepris, a décidé, vous évoquiez 350 maternelles, je connais la réponse, vous allez la dire, mais comment s'organise justement le fonds arménien? En fait, vous travaillez main dans la main avec le gouvernement arménien sur ces sujets-là. Parfois indépendamment, parfois quand ça s'impose, par exemple le problème d'eau, nous travaillons avec le gouvernement, bien entendu. Ça dépend des situations. Votre question... Le gouvernement arménien, dans le board, dans la gouvernance du fonds arménien, joue un rôle. C'est-à-dire justement, il y a une répartition organisée des programmes. Bien sûr, parce que le Conseil des gouverneurs dont vous parlez, ce qui est l'organe suprême du Fonds arménien mondial, est composé des représentants, bien sûr, de l'État arménien, du Karabakh, c'était le cas aussi, des églises arméniennes, toutes les églises arméniennes, Ichmiadzin, Antelias, les catholiques, les évangéliques, les trois partis historiques arméniens, Tashnak Sotyun, Ramgavar, Tchakian, des personnalités indépendantes. C'est vraiment le seul organe pan-arménien existant. C'est vraiment le seul, il n'y en a pas d'autre. Et cet organe prend les grandes décisions, les grandes orientations. Nous allons faire ceci, nous allons travailler dans telle direction. Ensuite, lorsque on vient à des points précis, comme les projets dont David a parlé ou dont Rafi vient de parler, là nous agissons directement. Nous n'avons pas besoin du gouvernement pour le faire, sauf s'il y a un cofinancement nécessaire. Alors, pour répondre à votre question, parce que les gens se disent, mais enfin, vous avez parlé du budget de l'Arménie tout à l'heure, ceux qui ne savent pas, ne sont pas familiers des budgets des États et des situations, etc., peuvent effectivement se poser la question, mais encore, est-ce qu'on a besoin encore du fonds arménien? Mais il faut aller sur place. Quand vous irez dans les campagnes, vous verrez à ce moment-là, vous aurez la réponse de votre question. C'est la pauvreté encore dans les campagnes. Les maisons ont besoin d'être retapées. L'agriculture n'est pas encore bien équipée. Les canalisations d'eau ne fonctionnent pas. Il n'y a pas assez de routes. Alors, ce n'est pas une particularité de l'Arménie. Ce n'est pas une particularité de l'Arménie. C'est l'ex-Union soviétique. C'est-à-dire que si vous alliez au Kazakhstan, en Russie ou je ne sais pas où, on aurait la même chose. Ce serait la même chose. Et même dans les banlieues, pas nécessairement dans les villages, dans les banlieues des grandes villes, c'est la même chose. C'est un héritage soviétique. À l'époque soviétique, eh bien, je suis désolé de dire, mais la personne humaine n'avait pas d'importance. Le village n'était pas important. C'était la grosse industrie qui était importante. Et les routes étaient particulièrement abandonnées, négligées, les routes. David voulait intervenir. Pour compléter, Monsieur Terzian, en fait, le rôle du Fonds arménien de France aujourd'hui, comme je le constate, ça fait 1 an et demi que j'y travaille. J'ai été avant ça arménien de France, en France. Donc aujourd'hui, j'habite en Arménie. Je comprends cette question de à quoi ça sert le Fonds arménien de France. On fait un travail
à l'échelle microscopique. C'est-à-dire, on est vraiment ancré dans les villages. On résout des problèmes, la plupart du temps, que le gouvernement ne sait même pas que ce problème existe. À cause de l'inertie, à cause de cette vision aussi macro, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait que le gouvernement arménien construit des routes, c'est des problèmes, on va dire, c'est un problème global, qui est traité. Mais dans certains villages, lorsqu'on a vraiment besoin de rénover des infrastructures qui sont désuètes, souvent avec des budgets aussi, raisonnables, à cause de cette inertie et de cette bureaucratie qui est forte, comme l'a dit Pedros, de cet héritage soviétique, l'État n'intervient pas malheureusement. Donc c'est là où le Fonds arménien de France intervient. On intervient aussi sur l'agriculture, pareil, en faisant beaucoup d'accompagnement ou d'expertise. On a des experts, des agronomes qui travaillent avec les villageois sur place, en direct. On a aussi sur les logements, des familles d'Artsakh ont débarqué, souvent dans des maisons très désuètes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse court terme et de la part du gouvernement, de l'État arménien, ce qui est normal. Il y a aussi une inertie. Nous, aujourd'hui, on a démarré la rénovation de maisons existantes dans les villages frontaliers, notamment dans le Sionik. Et donc, c'est notre réactivité qui fait la différence et notre action de terrain. Alors, je vais donner la parole à Rafi, mais je signale que nous avons Robert Guédiguian en ligne. Robert Guédiguian, vous nous entendez? Allô? Oui, bonjour Robert. Bonjour. Alors, bonjour. Vous avez été parrain du Phonéton. Aujourd'hui, c'est Katia Guiragossian, la petite nièce de Méline Manouchian, qui en est la marraine. Oui, que je connais, oui. Et ce Phonéton est placé cette année dans un climat un peu particulier avec ce qui s'est passé en Artsakh. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots par rapport à la sortie de votre dernier film, est-ce que la fête continue pour les Arméniens? Il faudrait qu'elle continue. Hein. Si je justement, allô? c'est-à-dire la vie doit continuer, la vie doit reprendre ses droits, quoi qu'il arrive. Et pour cela, il faut que nous fassions tous quelque chose et on peut faire quelque chose, bien entendu. Vous savez que depuis plusieurs mois, on a essayé avec Simon Abkarian et Vasken Toranian de faire de la publicité autour de l'idée le mot n'est pas joli, mais c'est de Nempo. C'est-à-dire d'essayer de souscrire tous les mois de manière régulière. Là, on est en plein Phonéton, donc c'est très beau, on va tous faire des efforts. Et je m'adresse à tous les Arméniens qui font déjà des efforts. Je sais qu'ils font des choses, mais je les conjure d'en faire encore plus. Voilà, il faut doubler l'effort, je crois, parce que c'est clair, après ce qui vient de se passer, que la faiblesse de l'Arménie, c'est sa faiblesse économique, en fait, c'est sûr. Voilà. C'est ça qui conditionne tout le reste, qui conditionne, bien entendu, sa défense, mais qui conditionne aussi même son rapport à d'éventuelles protections européennes, par exemple. Je veux dire, si l'Arménie était plus puissante, paradoxalement, elle ne serait plus protégée. Parce qu'elle aurait plus d'intérêt, vous savez, pour l'Europe. Tout à fait. Voilà. Et la géopolitique n'est pas souvent, hélas, une affaire de morale, c'est souvent une affaire d'intérêt économique. Donc voilà, et la diaspora, c'est une vraie richesse de l'Arménie. C'est une richesse intellectuelle, bien entendu. C'est une richesse qui amène des idées, parce que c'est des Arméniens qui vivent dans d'autres pays, qui amènent donc ça. Donc c'est très riche, en fait, d'avoir une diaspora. Mais il faut que ça soit riche aussi matériellement, quoi. Il faut absolument envoyer de l'argent en Arménie. Là, à l'occasion du Phonéton, bien sûr, mais si possible, et si on peut verser de l'argent tous les mois, même 10 euros, 15 euros, 20 euros par mois, ce serait une ressource régulière, vous voyez, pour le Fonds arménien, et donc, évidemment, par rebond pour l'Arménie, qui est menacée tous les jours. Moi, j'ai peur tous les jours d'apprendre que l'Azerbaïdjan a attaqué le
sud de l'Arménie. Merci Robert Guédiguian, on est obligé de vous quitter parce que la communication est pas extraordinaire, mais merci C'est encore vrai. de votre soutien. Ouais, je vois que c'est pas... Oui. Eh ben, écoutez, j'espère que mon insistance à lever cette arme Va aboutir. aura quelque influence sur tous nos auditeurs. Alors justement, Ouais, voilà. merci encore Robert Guédiguian. Merci Robert. Bon courage. Justement, alors c'est peut-être Rafi qui va pouvoir répondre parce qu'il y a à cet appel de Robert Guédiguian pour des ressources permanentes, il y a une action avec des prélèvements automatiques qui est mise en place par le Fonds arménien. Donc qui peut nous en parler un petit peu, Bedros? Cette idée forte est née au départ avec la création du Fonds arménien mondial. À l'époque, on l'appelait en arménien Askaïn Durk. Et des milliers de familles ont adhéré à cette idée à l'époque. Et jusqu'à maintenant, nous avons 700 ou 600, je ne sais plus, familles qui continuent de cotiser depuis le début. Vous vous rendez compte, depuis le début. Ensuite, malheureusement, ça a perdu de sa force. Et c'est là que Robert Guédiguian, Simon Abkarian et Vasken Koutouranian sont venus nous voir en disant « Écoutez, cette défaite que nous venons de subir, c'était après 2020, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est aussi parce que nous n'avons pas été assez prévoyants, nous n'avons pas été assez constants dans nos efforts. Nous réagissons quand il y a un drame, mais nous ne savons pas prévenir un drame, agir avant le drame. Et pour cela, il faut une action permanente. Donc, à côté du Phonéton, il faut lancer une campagne de prélèvement mensuel qui a été intitulée « L'Arménie tous les mois ». L'Arménie tous les mois, c'est-à-dire tous les mois, je verse de l'argent. Donc ce programme est toujours en vigueur. Et d'ailleurs, lorsque nous émettons des communiqués de presse ou des appels aux dons, c'est mentionné. Vous pouvez aussi adhérer à ce programme. Surtout, faites-le. Même si vous êtes donateur du Phonéton, par ailleurs, si vous pouviez donner 20 euros, 30 euros, 50 euros, selon vos moyens, eh bien là, il y aura un matelas de revenus qui nous permet de planifier mieux nos actions. Parce que le Phonéton, une année c'est bon, une autre année c'est moins bon, ça dépend, n'est-ce pas? Mais si nous pouvions disposer de fonds constants, ça nous permettrait d'agir en amont et de prévenir des situations de crise plutôt que de réagir à des situations de crise. C'est l'idée forte de ces trois hommes que je salue. Alors, effectivement, donc l'Arménie tous les mois, ce programme qui a été lancé et qui fonctionne et qu'il faut amplifier. Et puis je vais quand même rappeler le numéro d'appel pour le Phonéton, le 0809 54 26 26, 08 09 54 26 26. N'hésitez pas à appeler, vous tomberez sur un des centres d'appel là-dessus. Katia Guiragossian, je reviens un peu vers vous, puis on va revenir aussi sur les différents programmes. Et j'aimerais bien justement qu'on détaille un peu ce qui est fait dans le Sunnique, puisqu'on vient d'évoquer cette région qui est stratégique, et pour le Fonds arménien et pour l'Arménie. Mais, et notamment, on a évoqué l'eau, on a évoqué les cultures, les semences, les arbres fruitiers, mais il faut qu'on évoque également l'énergie, et notamment l'approvisionnement par les panneaux solaires, mais on va y revenir. Mais Katia, vous allez justement faire le tour des centres d'appel, vous avez déjà commencé. Vous partez à Marseille, je crois, pour soutenir tous ces bénévoles, parce que derrière ce Phonéton, il y a aussi une mécanique fabuleuse de mobilisation de bénévoles. Et il y a toujours une armée des ombres, partout, toujours pour les grandes actions. Et hier, j'ai eu la chance d'être accueillie à Paris, au centre d'appel. C'était très émouvant parce que vraiment, ils se donnent à fond. J'ai moi-même passé un appel à un donateur. Et c'est extraordinaire, c'est un vrai mouvement. On sent bien qu'ils se sentent extrêmement impliqués et que ça leur tient à cœur. On était aussi en duplex avec le centre d'appel de Lyon, de Marseille. Et donc demain, je serai à Marseille, à leur côté. Malheureusement, cette année, je ne peux pas aller à Lyon, mais je suis de tout cœur avec eux et voilà. Alors justement, donc je disais, on va revenir un peu maintenant sur les différents programmes. Qui peut nous parler, peut-être Rafi, puis David complétera, sur les panneaux solaires, notamment à Berkaber, comment ça se passe et l'importance stratégique de ces programmes?
Alors, sur les panneaux solaires, en 2016, on a lancé un programme qui s'appelle Énergie solaire pour l'Arménie. Donc d'équipements de villages, plutôt de villages frontaliers. Et d'Alsar, il y avait un programme en Alsar d'équipement de panneaux solaires de certains villages. Tout à fait. Nous avons équipé le village de Karindag, qui est juste en dessous de Chouchi. Il y avait 133 familles qui ont toutes été dotées de chauffe-eau solaire, mais bon, malheureusement, les choses sont ce que nous savons aujourd'hui. Mais nous avons également agi en Arménie, essentiellement dans le Tavouche, qui est notre région d'implantation historique avec le projet agropastoral du Tavouche, qui est soutenu depuis 2009 par le département des Hauts-de-Seine, il faut le dire aussi, par son président Georges Sifredi. Et donc nous avons équipé une dizaine de villages du Tavouche de deux manières. D'une part, les habitants, les familles défavorisées plus exactement, qui ont reçu des chauffe-eau solaires, ce sont des panneaux solaires thermiques, qui permettent de chauffer l'eau, d'avoir de l'eau gratuitement pendant 20 ans. Donc c'est du confort, ce sont des économies pour ces familles, c'est une diversification aussi des sources d'énergie pour l'Arménie, c'est moins de pollution, moins d'émissions de CO2. Et par ailleurs... Moins de déforestation. Et puis, par ailleurs, les bâtiments publics de ces mêmes villages dotés de panneaux solaires photovoltaïques, cette fois-ci, qui leur permettent de couvrir leurs besoins en électricité. Donc, c'est 270 familles et puis une vingtaine de bâtiments publics dans le Tavouche essentiellement. Un petit peu à Yerevan aussi, mais essentiellement dans le Tavouche. David, moi, je voudrais avec vous revenir sur le programme d'aide à l'installation des réfugiés dans le Sunnique et au Tavouche. On a parlé tout à l'heure de rénovation de maisons individuelles dans le Sunnique et d'installation d'agriculteurs avec des semences, etc. Enfin, comment vous intervenez parce que globalement, rénover une maison, ça coûte relativement cher. Même pour l'Arménie, ça coûte relativement cher. Comment ça se passe ? Quels sont les objectifs à atteindre cette année ? Certaines familles de déplacés, donc de réfugiés d'Artsakh, ont atterri dans des villages dans des villages dans le Tavouche ou dans le Sunnique. Dans ces villages-là, souvent ils ont été accueillis, très bien accueillis d'ailleurs, par les locaux. On leur a proposé des maisons inhabitées, vides. Dont le propriétaire, soit il est à l'étranger, soit il vit en ville, dans la ville la plus proche où il est Yerevan. Ces maisons-là, la plupart, pas tous, mais la plupart sont dans un état, on va dire, dans un état un peu, on va dire, pas complètement délabré. C'est-à-dire, comment dire, le toit est correct, les murs sont là. Il suffit de faire une rénovation, on va dire, une légère rénovation, avec des coûts très raisonnables. On est autour de 10-12 000 euros de coûts de rénovation. C'est notre, on va dire, c'est notre cible, c'est notre budget qu'on alloue pour chaque maison rénovée. Aujourd'hui, donc, on en a commencé, donc 2 maisons sont en cours de rénovation dans les villages de Kornizor et Ter, dans le Sunnique. Oui. On continue, en fait, on identifie ces maisons-là, on les trouve. Souvent, elles sont déjà habitées par des réfugiés d'Artsakh. De 2020. Non, de 2023, de septembre. Et donc, lorsqu'on a commencé, assez rapidement, c'est-à-dire les familles ont débarqué il y a un mois et quelques de cela. Donc, il y a quelques mois de ça. Si vous voulez, ces familles-là, qui ont vraiment besoin d'un minimum pour vivre, c'est-à-dire des toilettes, une salle de bain, choses qui sont inexistantes dans ces maisons, on rénove, on construit des toilettes, des salles de bain, on rénove aussi pour certains cas des fenêtres, on remplace les fenêtres pour que la maison devienne habitable. Et en fait, on fait une sorte de deal avec le propriétaire en lui disant, donc voilà, nous on rénove ta maison, mais en contrepartie, tu devras prêter cette maison-là à la famille de réfugiés
qui va rester X années, en fait, qui va vivre et qui va pouvoir avoir une situation plutôt stable dans cette maison. D'accord. En percevant un loyer? Non. Non, parce que il y a Bezos, les coûts, Bezos a tout de suite vu la perfidie de ma question, puisqu'on a vu que dans certaines régions, les loyers avaient fortement augmenté, notamment en destination des Arméniens d'Arsa, ce qui est quand même assez scandaleux de ma part, enfin pour moi. Non. La question est tout à fait pertinente. Le deal dont parlait David est très clair. Le propriétaire y est gagnant parce que la maison est retapée. La famille est gagnante parce qu'elle va se loger au moins 3 ans jusqu'à 5 ans. Nous, c'est notre objectif. Bien sûr. Et il y a une condition juridique passée devant notaire qui est importante à savoir, c'est que si jamais pour une raison X ou Y, le contrat n'était pas respecté par le propriétaire doit nous rembourser l'intégralité des dépenses de rénovation. Donc ça, c'est important à savoir. C'est très, très important. Alors, pourquoi nous faisons ce que David vient de dire, la rénovation? Parce que la rénovation, ça va très vite et ça coûte pas cher. C'est 10 000 euros, plus quelques milliers d'euros au printemps pour le redémarrage de l'activité économique. C'est génial. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. En parallèle, avec David, on a visité par exemple des terrains communautaires, on appelle ça des terres communautaires, qui appartiennent à la commune, à une commune donnée, par exemple le village de Lusatsor au Davouch, 5 hectares, superbe terrain, mais là, il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Je commence par les inconvénients. Il faut viabiliser le terrain. Donc là, le gouvernement doit intervenir. Il faut de l'eau, du gaz, de l'électricité. Alors on l'a dit très clairement, le jour où vous le ferez, on démarre, nous on est prêts. Mais nous mettons la pression dessus, la préfecture et tout, pour que ce soit fait. Mais quel est l'avantage maintenant? L'inconvénient, c'est que ça va prendre du temps, n'est-ce pas? J'espère qu'en quelques mois, ce sera résolu. Après, il faut construire des maisons neuves, toutes neuves, sur 1000 mètres carrés à peu près de terrain. Donc il y aura au moins 800 mètres carrés pour travailler la terre, pour l'agriculture. D'accord? Bon, maintenant, l'avantage auquel on ne pense pas, mais nos grands-parents vous auraient tout de suite répondu, c'est que les Ralapartis peuvent se retrouver regroupés par village. Ce qui nous est arrivé à nos grands-parents après le génocide. Ils étaient ensemble, ils cherchaient à rester ensemble. Par exemple, si vous allez à Valence, en France, vous allez voir, je caricature, mais la moitié sont de Malatiaci et l'autre moitié c'est des Harperti. Au Liban, c'était la même chose, il y avait les Marashti, les Siseti et ainsi de suite. C'est normal, quand il y a un drame, on essaie de rester ensemble, solidaires. Donc, à côté des restaurations de maisons, nous cherchons à créer des quartiers nouveaux où les Ralapartis puissent rester entre eux. Par exemple, à Lusatsor, nous prévoyons 30 maisons, à raison de 30 000 euros, la construction neuve. Donc c'est 3 fois plus cher. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont regroupés, qu'ils sont ensemble, et c'est du neuf. Vous voyez, David a visité avec notre équipe du SUNIC un terrain à Karachel, c'est dans le nord du SUNIC. Oui. Là, c'est un peu plus petit, mais on peut quand même construire 20 maisons. Mais nous attendons que le gouvernement viabilise. Alors, j'ai cru comprendre que ça bougeait, que le gouvernement bouge, qu'ils vont prendre des décisions pour redynamiser la viabilisation de ces terres. Eh bien, nous, il faut qu'on soit prêts. Être prêt, ça veut dire quoi? C'est clair, il faut donner de l'argent. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne pourrons pas construire. Et quelle que soit notre situation en France, nous sommes dans un pays de rêve comparé à là-bas. C'est un pays de rêve. Quelles que soient nos difficultés, pensez à des gens qui ont tout perdu. Tout. Il n'y a plus rien. Ils sont partis avec quelques valises, quelques papiers, et puis ils n'ont plus rien. Il faut qu'ils redémarrent. Et donc, pensons à eux, en ces journées de Phonéton, s'il vous plaît, soyez généreux. Oui, nous avons des problèmes, mais pensez aux réfugiés qui, eux, ont tout perdu, comme nos grands-parents après le génocide. Alors, je rappelle le numéro 0809 54 26 26.
0 809 54 26 26. Nous avons Richard Santourian pour le centre d'appel de Marseille qui est en ligne, qui va nous suivre. Mais avant ça, je voudrais, avec vous, Bedros, quand même revenir sur l'intérêt stratégique du sunnique et du Tavouche. On l'a vu, les revendications de l'Azerbaïdjan ne se limitent pas uniquement à l'Arsar. Aujourd'hui, ils revendiquent une partie du sunnique. On parlait tout à l'heure de terre de Kornizor. Ces villages sont menacés quasiment tous les jours d'être attaqués par l'Azerbaïdjan. Et donc, par rapport aussi à la pérennité des programmes qu'on peut installer sur place. Et puis dans le nord, au Tavouche, ils revendiquent soi-disant des enclaves, ils revendiquent de l'espace, et notamment à côté de Lusator, de là où vous voulez implanter des choses. Donc, comment on fait ce genre de... Enfin, comment on lutte justement le fait d'implanter des gens dans cette région-là, même si on sait que les Arméniens d'Arsar aujourd'hui ne veulent plus être sur les frontières, ne veulent plus être en première ligne. Ils veulent être dans des régions où ils ne craigneront pas de nouveaux bombardements. Donc ça, c'est clairement affiché. Ça a été même répété par le Premier ministre au Parlement. Donc montrez-nous l'importance stratégique d'aider le Front dans ces régions. Vous avez bien souligné le traumatisme de ces gens qui ont vécu le drame de l'exil, de l'abandon des terres. Par exemple, dans le Tavouche, il y a un village qui s'appelle Vazachien, où il y a 21 maisons vides. Et on pouvait les rénover, une partie de ces maisons en tout cas. Mais c'est juste sur la frontière. On ne peut pas demander à Ouaddaparsi aujourd'hui de prendre, après ce traumatisme qu'ils ont vécu, un nouveau risque. D'habiter là où chaque matin ils vont voir de l'autre frontière les Azéris. On ne peut pas leur demander ça. Non. Le Sassol, c'est déjà beaucoup plus à l'intérieur. Premièrement. Donc il faut respecter leurs désirs, aller dans le sens de leurs souhaits, les aider, non seulement matériellement, mais psychologiquement. Par exemple, le regroupement est important. Voilà. Ça fait des années que nous travaillons sur les villages frontaliers, vous le savez. Oui. Les Fonetons mettent l'accent là-dessus. Aujourd'hui, dans le Tavouche, on est intervenu dans 40 villages sur les 62 villages que compte le Tavouche. C'est-à-dire tous les villages frontaliers, y compris les villages d'intérieur. Au sunnique, nous sommes intervenus dans 81 villages sur les 130 villages que compte le sunnique. Bon, je crois que ces chiffres sont parlants. Personne n'a fait ça. Ni le gouvernement, ni aucune autre organisation. Je peux vous le dire très franchement. Ceux qui nous écoutent doivent le savoir. C'est un effort colossal. C'est un travail de terrain d'orfèvre dont Rafi et David viennent de vous donner une idée seulement. Parce que le temps manque et nos auditeurs ont le droit de savoir, mais on ne peut pas malheureusement avec un temps aussi restreint. Il faut lire le journal notamment. Oui, il faut lire les trucs. Mais voilà. Rafi, justement, on a parlé du sunnique, on a parlé du Tavouche, on a parlé avec David du Conseil général, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Dans le sunnique, c'est la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes qui intervient également relativement massivement. Comment se fait justement cette relation du Front arménien, puisque c'est l'une de vos tâches de coordination, comment se fait ce travail au quotidien avec les collectivités publiques pour les motiver à s'investir en Arménie ? Ça se fait au coup par coup. Il y a des appels à projets parfois auxquels on répond, et puis des prises de contact. La région Auvergne-Rhône-Alpes va être présente dans le sunnique, effectivement. On espère pouvoir travailler avec eux. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais on a des contacts, si vous voulez. Ça se passe au niveau politique. Et puis après, ça descend au niveau des dossiers. Voilà, on a le soutien de plusieurs collectivités. On espère avoir un soutien important d'un bailleur institutionnel pour bientôt. Ce qu'il faut ajouter quand même pour le sunnique, c'est que le programme d'aide au développement agricole a déjà commencé depuis depuis 2021, après la guerre. Et il y a eu déjà à peu près, je crois que c'est 100 000 plants d'arbres qui ont été distribués à 9 000 agriculteurs du sunnique. Des dizaines, même des centaines de milliers de plants d'arbres. David pourra vous en dire plus là-dessus. Et nous allons poursuivre ce programme l'année prochaine. Donc on va solliciter, là,
je réponds à votre question, on va solliciter des collectivités territoriales françaises qui nous ont déjà aidés. Bon, voilà, là, je ne vais pas les citer là pour ne pas mettre la pression, mais on va les solliciter et ce sera la partie emploi du programme habitation, réhabilitation, emploi, en tous les cas dans le Tavush, dans le SIUNIC pour la partie agricole. Alors, Richard Santurion, on va aller faire un tour en province, comme en Arménie, mais aussi en province française. Richard Santurion, bonjour. Oui, bonjour, il est effectivement en province. Alors, vous êtes au centre d'appel de Marseille, donc je suis avec Bédolos Terzian, je suis avec Katia Guiragossian, qui va vous rejoindre cet après-midi, donc sur le centre d'appel. Comment se passe cette collecte ? Écoutez, nous sommes... j'ai un retour de son pour votre équipe technique. Alors, donc nous, on n'a pas d'écho, donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà, donc je reprends. Donc nous avons monté notre centre d'appel derrière la cathédrale apostolique arménienne, comme nous le faisons d'habitude, et nous aurons géré à la fin du phonéton 45 personnes qui vont passer nous aider. Donc là, en présentiel, et nous avons en distanciel de l'ordre d'une 50aine de personnes sur les 4 jours qui nous auront aidés. Alors comment vous sentez cette... Donc nous avons des bénévoles de Saint-Paul-de-Vence jusqu'à Bordeaux. Et comment vous sentez cette collecte en cette année si particulière comment les réactions des gens au téléphone ? Particulière, si vous voulez, elle ressemble un petit peu à celle de 2020. C'est-à-dire que les donateurs et même des prospects réagissent suite à ce qui s'est passé au mois de septembre, bien sûr, avec tous ces réfugiés qui sont arrivés en Arménie. J'ai relevé un petit exemple donc d'un bénévole. Qui a appelé ses proches, donc lui-même d'origine arménienne, et il a motivé 7 personnes autour de lui que nous ne connaissions pas, qui ne sont pas d'origine arménienne, et qui au final, à 7, nous auront fait des dons de 2000 €. Ah, c'est bien. Voilà. C'est bien. Donc, avec des noms franco-français, voilà. Oui, effectivement, le phonéton, vous nous confirmez, c'est pas réservé aux Arméniens. Absolument. Et c'est la même chose pour les bénévoles. Nous avons des bénévoles qui sont français. D'accord. Combien voilà. Alors, on me demande ici, mais vous espérez atteindre le même chiffre que l'année dernière, que les tendances sont bonnes ? On est sur les tendances, je pense qu'on dépassera les chiffres de l'an passé, bien évidemment. D'accord. Écoutez, Richard, on ne va pas vous retenir plus longtemps et merci encore pour ce que vous faites. Katia va vous rejoindre très rapidement. Un petit message pour Marseille ? Allez Marseille, vous êtes dans mon cœur maintenant. On a vu Katia en visio hier et on espère l'accueillir a priori demain matin. Donc on va lui laisser le temps de revenir sur Marseille. Ouais, promis, demain matin je suis avec vous, bien sûr. Voilà, parce que au passage on précise que ça continue aussi demain, dimanche. Les bénévoles continuent à appeler demain dimanche, et ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça ne s'arrête pas à la fin de l'émission. Ne croyez pas que le phonéton s'arrête à la fin de cette émission. Le phonéton dure jusqu'à demain soir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appeler. Absolument. Richard Santurion, rappelez-nous le numéro de téléphone. 0809. Nous sommes associés au numéro de téléphone national, c'est celui que vous avez. Alors 0809 54 26. 0809 54 26 26. Voilà, c'est redit. Absolument. Et merci encore et bonne continuation. Merci et bonne journée. Alors de Marseille, nous remontons le canal du Rhône et nous arrivons à Lyon avec Nicole Minassian. Nicole Minassian, bonjour.
Bonjour. Alors, comment se passe la collecte pour ce phonéton 2023 sur Lyon? Eh bien, il y a une grosse motivation des bénévoles qui sont... J'ai un écho dans le... Oui, vous avez un petit écho, mais pour l'instant, on ne peut pas le corriger. Donc, allez-y, continuez, faites abstraction. Donc, les bénévoles sont là, ils sont présents et ils sont motivés et ils travaillent d'arrache-pied. Certains sont sur le centre d'appel de Lyon et quelques-uns sont à distance. Ils travaillent donc sur leurs propres outils personnels. Tout cela fonctionne très très bien et nous sommes actuellement à 213 000, un petit peu plus de 213 000 euros qui sont en promesse de don ou déjà encaissés, déjà envoyés. Ce qui est, voilà, et puis on continue d'arracher jusqu'à bien demain. plus que l'année dernière, non? C'est plus, effectivement. On est à peu près au même niveau, mais un petit peu plus. Voilà, donc ça avance dardard. Et on a des gros dons aussi. Et puis on a eu beaucoup de dons a priori en amont, dans la mesure où il y a eu quand même beaucoup de dons spontanés du fait de la situation des réfugiés. Beaucoup de nos donateurs se sont mobilisés pour donner énormément de gros montants, et ce qui fait qu'on a pris pas mal d'avance déjà avant le phonéton. Voilà. D'accord. Et que vous disent justement ces donateurs? Quels sont les messages qu'ils vous donnent sur ce qu'ils attendent de l'action du Fonds arménien? Donc certains évidemment sont très inquiets de la situation, on serait à moins. Ils ont parlé avec les bénévoles, j'entends de temps en temps par-ci par-là des discussions qui s'installent entre le bénévole et un de nos contacts. Ils sont très inquiets et évidemment ils attendent de nous surtout qu'on aide ces réfugiés, qu'on aide à les loger et puis qu'on aide à leur donner de l'emploi, parce que c'est pas tout de les loger, il faut aussi qu'ils puissent travailler et puis qu'ils puissent vivre. Donc c'est ce qu'ils attendent de nous, du Fonds arménien en général. Voilà. Vous nous permettez de nous faire la transition tout de suite, puisque Bedros avait commencé à évoquer, et puis Rafi va le préciser, parce qu'effectivement il y a une action aussi sur le terrain de l'emploi du Fonds arménien. Absolument. Alors, qui veut nous... David, Rafi, Bedros? J'ai un petit message à Katia quand même. Comme elle est allée sur Paris et puis que demain elle va à Marseille, j'espère que l'année prochaine, elle viendra sur Lyon. Elle viendra sûrement sur Lyon, et même avant l'année prochaine. Avant l'année prochaine, en effet. Très bien. Je vais vous répondre. L'emploi est présent dans toutes nos actions. Oui. Lorsque nous distribuons des millions de plans maraîchers, des millions, j'ai bien dit, rien que dans le SIUNIC, 4,6 millions de plants maraîchers, nous créons de l'emploi. Nous donnons la possibilité aux gens de travailler. Lorsque nous donnons des serres agricoles, des centaines de serres, nous créons des emplois. Lorsque nous donnons des motobineuses, des motocultrices, etc., nous créons des emplois. Lorsque nous distribuons des plants d'arbres fruitiers, nous créons des emplois. Lorsque nous apportons de l'eau pour l'irrigation, nous créons des emplois. Dans chaque action que nous faisons, presque, j'exagère, mais l'emploi est présent. Et c'est pour ça que là aussi, lorsque nous avons conçu ce programme d'aide aux réfugiés de l'Artsakh, on s'est dit, le logement, c'est pas assez. Il faut qu'ils aient du travail à côté. Et c'est pour ça que ça va ensemble. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de travail, l'installation, la pérennité de rester sur un endroit ne fonctionne pas. Et surtout la dignité, c'est très important. La dignité humaine, oui, de ne pas être à la charge de la société. Ne pas être à charge, être au contraire responsable de sa famille, fier de pouvoir nourrir sa famille. On n'attache pas assez d'importance à ces facteurs entre guillemets psychologiques, mais c'est vital, la dignité humaine. Alors, justement, on va maintenant aller sur le centre d'appel de Paris. Christophe Dossikian, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Très très bien. Ici, tout se passe bien. Voilà, on est sur nos plateaux téléphoniques parisiens habituels, donc on fonctionne dans de très très bonnes conditions. Il y a au total un peu plus de 150 bénévoles qui se relaient sur le plateau sur les 4 jours.
dont quelques-uns à distance, les plus expérimentés. Donc on doit être à peu près à 170 bénévoles sur les 4 jours. Donc vraiment, il y a du travail à faire, mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de motivation sur le plateau parisien. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que il y a des gens qui se retrouvent d'une année sur l'autre, donc avec cette même motivation. On est plutôt sur une population intergénérationnelle, mais avec beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge ici sur les 170 est de 35 ans, 35-40 ans. Donc c'est le rendez-vous annuel, mais avec une vraie motivation à travailler et être en contact avec tous les donateurs ici. Et alors justement, est-ce que au-delà des bénévoles qui se relaient, qui est effectivement c'est important, mais où en est la collecte? Est-ce qu'on est en avance par rapport à l'année dernière? Comment ça se passe? Parce que Lyon et Marseille, ça marche bien, hein, donc la pression est grande sur Paris. Vous êtes en train de monter la concurrence. Oui, alors je dirais ça marche bien. Je dirais presque malheureusement ça marche bien, parce que ça marche bien aussi parce qu'on est en situation de crise et que les donateurs réagissent face à cette situation de crise. Par exemple, aujourd'hui, on est largement en avance, même heure, même jour par rapport à l'année dernière. On est sur Paris à 1 404 850 €, donc c'est précis, et on est en avance de 775 585 €. Donc l'avance est grande, en fait. J'allais dire, c'est énorme. L'avance est énorme, et on est aujourd'hui sur la France déjà à 1 925 578 €, donc on est vraiment à plus d'1,9 million, alors qu'on a clôturé l'an dernier le Phonéton, donc le dimanche soir, à 1 640 000. Donc on est déjà aujourd'hui largement au-dessus. C'est vrai que malheureusement, si on est au-dessus, c'est aussi parce qu'il y a la réaction des donateurs, et une réaction qu'il faut souligner, positive, mais aussi face à la crise humanitaire dramatique face à laquelle on se trouve. Donc il faut non seulement faire un don, participer, mais j'ai entendu Richard tout à l'heure à Marseille dire que d'autres donnaient. Il faut aussi solliciter son entourage, même des gens qui n'ont pas d'origine arménienne, et dès lundi solliciter les collègues. Il y a le Phonéton, mais l'action continue. On peut continuer à faire des dons même après le Phonéton. Je veux dire, il ne faut pas hésiter. Les besoins sont énormes. J'ai entendu Bedros Stergian en parler il y a quelques minutes, et j'ai aussi entendu parler Robert Guédiguian. Vous pouvez, après le Phonéton, aller sur les sites du Fonds arménien, vous tapez Fonds arménien de France, et là vous cliquez sur dons, et vous avez deux possibilités. Vous pouvez cliquer sur dons ponctuels, mais vous pouvez aussi cliquer sur dons mensuels, donc dans la campagne d'Arménie tous les mois, et dès demain, dès maintenant, vous pouvez, avec votre carte bleue, directement contribuer sur le don mensuel. Vous avez entendu tout à l'heure Robert Guédiguian en parler, donc vous pouvez très facilement, l'opération est très facile à faire, très facilement intervenir sur ces deux leviers, dons ponctuels et dans le cadre du Phonéton, et dons mensuels. Et n'hésitez pas à appeler le numéro, il n'arrête pas de sonner ici, mais ayez un peu de patience et continuez à appeler sans problème. Voilà, vous le rappelez systématiquement, donc je vais me permettre de le faire à nouveau. C'est le 0809 54 26 26. Le téléphone n'arrête pas de sonner, mais continuez vraiment à appeler. Écoutez, merci encore, et puis bonne continuation à l'ensemble des bénévoles qui se relaient sur la plateforme de Paris, comme sur celle de Lyon, comme sur celle de Marseille. Et effectivement, cette action est importante, mais il faut continuer, l'effort est toujours à produire. Merci encore. Je transmets, merci à vous, et n'hésitez pas à appeler, on attend vos appels, voilà, merci à vous. Alors, nous arrivons presque au bout de cette émission, mais on n'a pas épuisé tous les sujets, comme Bedros Stergian l'évoquait, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Moi, je voudrais quand même revenir, parce que le Fonds arménien, on a beaucoup parlé des réfugiés d'Al-Sar, de la situation dans les villages frontaliers, du Sunnik, du Tavush. Tout ça est très important, et on comprend bien compte tenu de la situation, etc. Mais le Fonds arménien, c'est pas que ça. Et ça a été aussi cette année deux autres événements un peu tragiques pour les Arméniens, c'est le Liban et la Syrie. Bedros Stergian, on vous avait eu à l'époque du tremblement de terre en Syrie. Où est-ce qu'on en est? Et pareil pour le Liban, sur ces actions-là, où est-ce qu'on en est?
Oui, les statuts du Fonds arménien précisent très bien qu'on intervient là où il y a des situations de détresse, pas seulement en Arménie ou en Artsakh. Et notre toute première intervention a eu lieu en Irak d'ailleurs. La communauté arménienne était en difficulté. On est intervenu 2 fois en Irak. La deuxième fois, lorsque Daesh a attaqué toute la zone de Mossoul, et les Arméniens de Mossoul se sont réfugiés vers les zones kurdes. Là, nous avons apporté de l'aide. À partir de 2013, nous avons commencé à apporter de l'aide aux Arméniens d'Alep, parce qu'Alep était encerclé et la communauté était en danger. Et nous avons choisi, nous, parce qu'il y avait 3 axes d'action, la santé, les familles, l'éducation. Avec le Fonds arménien du Liban, nous avons choisi de soutenir les écoles arméniennes d'Alep. Et puis lorsque le danger s'est déplacé vers la communauté arménienne du Liban, crise économique, explosion du port de Beyrouth, là c'est vers le Liban que nous nous sommes tournés et tous les ans, comme à Alep, nous donnons 100 000 € aux écoles arméniennes du Liban. Mais à côté de cela, je reviens à l'emploi, nous organisons tous les ans des stages de formation professionnelle au Liban, aide-soignante, assistante dentaire, et avec l'université Saint-Joseph de Beyrouth, c'est nous qui finançons, et les personnes qui participent à ces stages trouvent immédiatement du travail bien rémunéré. Il y a ça aussi qui est important. À ce jour, je crois 75 ou 74 personnes ont pu profiter de ce programme. Donc voilà pour répondre à votre question. Ce n'est pas seulement, bien sûr, principalement en Arménie, bien sûr, c'est normal, mais c'est partout où il y a des situations de détresse, nous aidons. Mais j'ajouterai un dernier point, nous ne faisons pas que cela. Nous réalisons des économies, les bénévoles sont là pour ça. Nous réalisons des économies ici en France sur nos dépenses de fonctionnement grâce aux bénévoles pendant le Phonéton et après le Phonéton. Et grâce à ces économies, nous aidons également les écoles arméniennes de France à s'équiper, à s'agrandir, à se construire. Donc il y a tout un programme qui est là-dessus depuis 2015 là-dessus. On a donné pas mal d'argent, plus d'1 million d'euros. Toutes les écoles arméniennes de France en ont profité. Donc nous faisons ce que nous pouvons. J'espère qu'on pourra en faire plus. Voilà. Alors, si vous permettez juste un petit propos pro domo, nous espérons, et j'associe là-dedans mes camarades de Nouvelles d'Arménie, de Harach, de Norarach, de France Arménie et évidemment de la radio, il serait aussi bien que le Fonds arménien s'intéresse à la détresse des médias arméniens si on veut pouvoir continuer à diffuser de l'information et communiquer sur ce qui se passe pour les Arméniens, pour aider le Fonds arménien à lever des fonds et à pouvoir aider l'Arménie. Il faut aussi aider les médias arméniens. Voilà, le message est passé et je pense que c'est très très important pour la suite et la pérennité de cette communauté arménienne de France et de la diaspora. Je me tourne maintenant vers David pour un peu le mot de la conclusion. Vous êtes sur place depuis, vous m'avez dit avant qu'on se voit, depuis presque plus d'1 an? Non, moi j'habite en Arménie depuis 5 ans et je travaille pour le Fonds arménien de France depuis presque 2 ans. Alors, par rapport à ça, alors Bedros rajoutera, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à des Arméniens de France pour s'investir justement sur le terrain? Et puis Rafi complétera également, parce que vous, Rafi, vous avez été pendant près de 2 mois sur place, il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des Arméniens de France pour qu'ils viennent à la fois s'installer en Arménie et aussi participer à l'action du Fonds arménien sur place dans les régions? Il faut prendre son courage à 2 mains. Non, mais plus plus sérieusement, c'est pas évident. L'Arménie, c'est un pays très différent de la France, avec des coutumes et un mode de vie assez, qui n'a rien à voir avec la France. Il faut le vouloir. Enfin, moi, je l'ai voulu. J'ai vraiment, j'ai été déterminé. Il y a des organismes autres aussi que le Fonds arménien de France qui permet aussi de venir en Arménie, de faire du volontariat dans un premier temps et ensuite de trouver un emploi.
Je pense à la fondation Ovnanian via Birthright Armenia qui fait ça. Mais c'est aussi de la détermination, c'est-à-dire si vraiment on n'a pas envie de venir au fond de soi, de venir en Arménie et de faire quelque chose sur place en Arménie, parce qu'il y a un besoin aussi d'être sur place. Clairement, voilà quoi, ça vient de soi au début. Enfin, c'est vraiment la première étape, c'est de travailler sur soi-même, et ensuite le reste. Et donc, quels sont les projets justement, par exemple, là on m'a mis une petite fiche avec tout ce que vous avez entrepris, donc la liste c'est trop longue, mais je vois que par exemple là vous allez aussi travailler sur de la formation avec la mise en place d'un lycée agricole dans le Tavush. Donc ce projet a déjà démarré. Oui. Là, on est à la deuxième rentrée cette année, donc depuis le mois de septembre, deuxième rentrée des étudiants, enfin des élèves au collège Patrick Devedjian. Sincèrement, j'aimerais juste faire passer un tout petit message. Allez-y. J'ai été, moi, de l'autre côté, c'est-à-dire français d'origine arménienne, voilà, qui veut aider l'Arménie, qui sait pas à qui donner, comment faire, etc. Le Fonds arménien de France, peu de gens, je pense, le savent, mais c'est quand même un organisme qui intervient dans l'opérationnel et dans là où il faut, avec un impact assez majeur et assez rapide. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait, via l'équipe sur place, sous la direction notamment donc de Sulen Kevorkian, qui est le directeur du Fonds arménien de France. On agit là où il le faut, quand il le faut. Ça, c'est mine de rien, c'est avec tous les exemples qu'on a évoqués depuis le début de l'émission, c'est un atout majeur. Peut-être que peu de gens le savent, mais notre force d'intervention et notre ancrage sur le terrain dans les villages, c'est ça qui nous permet de travailler vraiment avec les résultats qu'on a et qui sont assez bons, quoi. Enfin, les résultats envers les bénéficiaires, envers la population. On nous connaît, les gens connaissent le Fonds arménien de France dans les villages en Arménie et sont assez satisfaits, sont très satisfaits du travail du Fonds arménien de France. Et donc ça, comme l'a dit Petros, c'est grâce notamment aux dons. C'est sans les dons et sans argent, c'est le nerf de la guerre, on peut rien faire. Donc si j'ai un message à faire passer, à motiver les gens à donner au Fonds arménien de France, c'est vraiment notre puissance d'impact et notre travaux en fait en cours, passés et à venir qui sont conséquents. Merci pour ce message. Je préciserai juste quand même, Bedros, dans l'union dans laquelle se fait le travail du Fonds arménien, que vous n'êtes pas la seule organisation qui travaille en Arménie et qui œuvre de manière opérationnelle en Arménie, venant de France. Je pense à la Croix-Bleue, je pense à l'UGAB, je pense à Chêne, je pense à d'autres organisations. Mais c'est vrai que la puissance du Phonéton et la puissance du Fonds Imnatramp en arménien change la donne également. Bien entendu, tout le monde y participe, chacun selon sa vocation, sa spécialisation. C'est un travail extraordinaire. Je salue à cette occasion le travail des autres organisations que vous avez évoquées, des organisations qui ont commencé bien avant nous à agir, à la fois en diaspora. Et donc, nous avons une mission particulière. Nous sommes dans le développement économique. C'est notre obsession. Créer des emplois, aider les villages, aider les habitants. Chacun a une mission, chaque mission est importante. La santé, c'est important. L'éducation, c'est important. Ce que fait Terriculture, par exemple, qui est bien avant nous, n'est-ce pas? C'est important. Et ainsi de suite, il y a plein d'organisations qui font un travail fantastique. Il faut les aider. Là, aujourd'hui, je prêche pour ma paroisse, en quelque sorte. C'est normal. Mais le message vaut pour tout le monde. Il faut les aider. Si vous aimez plutôt aider la santé, faites-le. Si c'est l'éducation, faites-le. Choisissez votre créneau, mais ne restez pas passif. Ne restez pas à ne rien faire. Partagez votre bien-être. Là, vous avez la chance d'être français. Vous avez la chance d'être dans un pays qui se porte relativement bien malgré tous ces problèmes. Eh bien, partagez ce bien-être. Ne restez pas dans votre coquille. Partagez. Donner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir la joie que ça procure. Donner aux autres. Voilà ce qui est important. Alors, je reviendrai vers vous pour le mot de la fin, mais Rafi et Kimian,
vous, votre expérience de terrain également, qui a été pendant 1 mois et demi en Arménie, est-ce qu'on ressent l'impact du Fonds arménien sur les projets? Parce que c'est important pour les gens qui veulent donner, pour savoir s'il y a un impact sur le terrain. Oui, les gens le ressentent vraiment. Je vais reprendre l'exemple, c'est un peu localisé, mais l'exemple de Haygator, où quand on passe d'une situation où vous avez de l'eau, disons 3 jours par semaine, à une situation où vous avez l'eau qui coule au robinet H24, et que vous pouvez la boire, l'utiliser, ça change tout. Un autre exemple, c'est l'exemple des panneaux solaires dont on a parlé tout à l'heure. Quand vous n'avez pas d'eau chaude et que vous avez de l'eau chaude gratuitement, pareil, H24, voilà, ça change la vie. Quand dans les villages, vous recevez des plants de légumes, par exemple, ce qu'on a fait, on a distribué des millions de plants de légumes dans le Syunik et dans le Tavush. On les distribue par lot de 200, les plants de légumes. Un lot de 200 plants, une famille les plante, au bout de 2-3 mois, il y a la récolte, et ça leur permet de manger des légumes pendant 6 mois. Entre ce qu'ils consomment, ce qui est frais, et ce qu'ils vont mettre en conserve, c'est de la nourriture en termes de légumes pendant 6 mois. Donc oui, ça change vraiment la vie dans les villages, et puis dans toutes les communautés, dans toutes les organisations que nous touchons. Alors, avant de laisser Katia à la conclusion définitive, Bedros, je crois que vous aviez un scoop ou quelque chose à nous dire. Oui, un scoop réservé aux auditeurs, auditrices de Hype FM. À partir de lundi, après-demain donc, le Fonds arménien de France lance une campagne sur plusieurs grandes radios françaises. Cette fois, nous nous adressons au public non arménien. Donc, il y aura France Info, Notre-Dame, Radio Classique. C'est des messages qui vont partir en direction des non-arméniens en leur disant l'Arménie a besoin de vous, soyez aux côtés de l'Arménie, et donc nous espérons ainsi augmenter considérablement le nombre de nos donateurs et donatrices non-arméniens. C'est important parce qu'il y a un courant de sympathie énorme en France, ailleurs dans l'Europe aussi, à l'égard de l'Arménie. Il faut que ce courant de sympathie soit transformé, comme on dit en rugby, en action concrète. Voilà, à partir de lundi, vous entendrez donc des messages sur toutes ces radios, et j'espère que la récolte sera à la hauteur de nos espérances. Alors, Katia Guiragossian, le mot de la fin vous revient. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette communauté arménienne pour l'encourager encore, après tout ce qu'on vient de dire, après tous les exemples qui ont été donnés, pour l'encourager à donner pour le Phonéton? Justement, on parle du fait de l'universalisme, de solidarité et d'unité, donc je ne m'adresse pas seulement à la communauté arménienne, mais je m'adresse à tous, parce que ça concerne tous et toutes. Il faut aider absolument ce genre de démarche, toutes ces aides. Comme vous l'avez évoqué avec Bedros, il y a en effet différentes organisations. Là, aujourd'hui, on se bat pour le Phonéton, pour le Fonds arménien de France, parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Donc, il faut absolument donner. Et en effet, quand on donne, c'est nous-mêmes qui recevons. Voilà. C'est une grande joie intérieure et c'est formidable. Donner, aider toute cette merveilleuse armée des ombres concrètes qui est sur le terrain et qui œuvre, aider-les à pouvoir aller jusqu'au bout de leur volonté d'aide concrète envers les populations. Alors, écoutez, merci à tous. Merci Bedros Terzian, merci Rafi Akimian, merci David Alexandrian, merci Katia Guiragossian d'avoir été présent. Merci également à Robert Guédiguian que nous avons eu tout à l'heure. Et puis merci à tous les bénévoles des centres d'appel qui se sont mobilisés, que ce soit à Marseille, à Lyon ou à Paris. Je rappelle avant de nous quitter le numéro une dernière fois, 0809 54 26 26. 0809 54 26 26, et puis vous pouvez continuer à donner, et pas uniquement aujourd'hui, mais aussi demain, mais aussi la semaine prochaine, et tout au long de l'année, et à vous investir, pourquoi pas, comme Rafi, comme David, auprès du Fonds arménien. Merci à vous, et à la semaine prochaine pour une émission qui sera tournée vers la culture, avec les salons du livre de la Maison de la Culture d'Alfortville et d'autres structures. Du reste, si je peux me permettre juste, vous parler du salon du livre. Oui. Le 30 novembre prochain, il y a la réédition du
du livre de Mélinée Manouchian, ma grand-tante, avec des documents inédits aux éditions Parenthèses, et je vous le recommande évidemment. Oui, on sera attentif à ça. Merci à vous, à la semaine prochaine.